Bien, dernier diagramme, donc important en pétrologie métamorphique, c'est les diagrammes qui sont dits AKFM ou AFM. C'est la même chose. AKFM, juste pour montrer qu'il y a aussi le K2O, AL2O3, K2O, FeO, MgO, ou AFM, mais quand on dit AFM, on suppose que l'on tient compte du potassium aussi, on va y revenir. Alors, ces diagrammes sont très utilisés pour les roches d'origine pélitique, donc ces fameuses roches sédimentaires, détritiques, qui sont formés essentiellement par du quartz et des argiles, et dont le métamorphisme aboutit à la formation des roches métamorphiques très communes, telles que les schistes abiotites, les schistes acidiménites, les schistes à grenat, ou les gneiss, pareil, gneiss à feldspath potassique, gneiss à grenat, etc. Et ça va même jusqu'à la fusion crustale qui permet donc à partir de ces roches d'origine pellitique de fabriquer par fusion partielle les magmas granitiques par ce que l'on appelle l'anatexie crustale, donc mégmatite, granite d'anatexie. Mais l'intérêt majeur dans l'utilisation de ces diagrammes AFM, c'est qu'ils permettent d'analyser les relations entre les phases en tenant compte de l'échange du fer et du magnésium entre ces phases. Ce n'était pas le cas pour les diagrammes que l'on a vus jusqu'ici, dans lequel le paramètre F correspondait à FeO plus MgO plus MnO. Donc les trois constituants considérés comme un seul constituant réunis en un seul constituant. Ici, on les sépare pour analyser les variations de la composition chimique des différentes phases en termes de leur rapport fer sur magnésium quand les conditions de métamorphisme changent. Donc, et ça, ces études-là ont abouti à la définition de sous-spécialités, si on veut, dans le métamorphisme, qui sont par exemple la géothermométrie ou la géobarométrie ou la géothermobarométrie, technique donc qui permet d'analyser les échanges d'éléments tels que le fer magnésium, par exemple, entre le grenat et la biotite, ou entre la biotite et la chlorite, pour analyser leur dépendance à la température, ou à la pression, ou aux deux. Donc nous sommes en présence de roches dont la composition chimique peut être représentée par 5 constituants indépendants, SiO2, ALO3, K2O, FeO et MgO. Nous ne tenons pas compte du CaONa2O car ils sont dans des quantités qui sont très très minimes. On les ignore donc par voie de conséquence. Nous avons aussi la chance d'avoir le quartz qui est omniprésent dans toutes les paragenèses des roches d'origine pellitique. C'est-à-dire qu'il participe à toutes les réactions métamorphiques et qu'il participe à toutes les associations minéralogiques. Il est donc en excès. Le quartz est omniprésent, il est donc en excès, et comme le quartz est représenté par SiO2, on dit que la silice est en excès. On se retrouve donc avec 4 constituants indépendants qui sont Al2O3, K2O, FeO, MgO, qui peuvent être représentés donc dans un système quaternaire dont la configuration est celle-ci. Vous avez donc 4 constituants, ALO3, K2O, FeO, MgO. Dans cette représentation quaternaire, donc qui est en 3 dimensions, tous les minéraux des roches pellitiques peuvent être représentés. On va prendre quelques exemples. Vous avez ici la muscovite qui est située sur le segment AK. La muscovite ne contient ni fer ni magnésium, par exemple. Vous avez sur le côté AF, ici sur un segment, vous avez par exemple la stérotide, mais elle peut aussi être un petit peu magnésienne, donc elle a une petite solution solide que vous reconnaissez facilement. Le, le chloritoïde aussi, sur le côté AM, vous avez la cordierite, qui généralement est un minéral magnésien, même si elle a aussi un peu de solution solide pour des compositions ferrifères. Vous avez aussi les minéraux qui peuvent être représentés sur les faces des triangles. Par exemple, sur le triangle ici AFM, vous avez par exemple la chlorite, qui est un minéral qui ne contient pas de, de potassium. Donc, elle est ici avec tout ce qui est assuré qui correspond à sa solution solide. Enfin, la biotite est à la fois alumineuse, ferrifère, magnésienne et potassique. Sa composition est donc définie à l'intérieur
de l'espace du tétraèdre. Elle est donc à l'intérieur de ce tétraèdre et n'est sur aucune des faces. La question qui se pose donc à nous est comment passer de cette représentation quaternaire à une représentation de tous les minéraux sur notre fameux triangle AFM, qui est donc le triangle AFM. Ici, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon, si on prend une série pellitique et qu'on lui fasse subir un métamorphisme prograde, on va avoir la succession de différentes associations minéralogiques dans lesquelles plusieurs minéraux vont apparaître ou disparaître. À titre d'exemple, je dis ça un peu au hasard, le métamorphisme de bas degré va commencer par la formation de la chlorite, puis je vais avoir formation de la muscovite, puis de la biotite, ensuite du grenat, ensuite j'ai la muscovite qui va disparaître au profit de minéraux comme la silimanite, comme le feldspath potassique, puis après apparition d'autres minéraux de plus haut degré. En tout cas, il y a une réaction métamorphique qui intéresse les pélites, qui est celle qui est indiquée ici, qui est la réaction muscovite plus quartz, est égale feldspath potassique plus silimanite ou distène plus H2O. Ici, il faut ajouter de l'eau parce que la muscovite est un minéral hydraté et tous ces minéraux-là sont des minéraux secs. Peu importe. Toutes les pélites qui contiennent de la muscovite dans leur paragenèse ou dans leur association minéralogique sont considérées des pélites de bas degré, de relativement bas degré. Et toutes celles dans lesquelles la muscovite a entièrement disparu, j'ai du feldspath potassique qui est tout le temps présent et qui remplace cette muscovite. Très bien. Alors ceci pour nous amener à quoi? Pour vous dire que toutes les pélites donc de bas degré ont de la muscovite. Si elles ont de la muscovite, cette muscovite est donc en excès, comme on a considéré pour le quartz. On peut donc procéder pour ce type de roche de relativement bas degré à une projection depuis le pôle muscovite vers le triangle AFM. Si dans nos roches il n'y a plus de muscovite, il n'y a plus que du feldspath potassique, c'est-à-dire que le métamorphisme est de relativement haut degré, nous ne ferons plus une projection de la muscovite, nous ferons une projection du feldspath potassique qui, lui, cette fois-ci, sera en excès. Nous commençons donc par les roches d'origine pellitique euh, qui sont de bas degré et qui contiennent dans toute leur paragenèse de la muscovite, considérée donc en excès et à partir de laquelle on peut faire cette fameuse projection. Alors, si on fait cette projection, tous les minéraux qui ne contiennent pas de K2O ni de fer et de magnésium vont se projeter sur le point A. C'est le cas des fameux silicates d'alumine, Al2O3 plus SiO2, Al2O3 SiO2, Al2 SiO5, andalosite, kyanite, silimanite. Les minéraux qui toujours ne contiennent pas cette fois-ci du potassium, mais ils contiennent de l'aluminium, tels que la storotide, le chloritoïde, la chlorite et le grenat, sont aussi des solutions solides qui se projettent à l'intérieur de ce triangle AFM. D'accord? En revanche, la biotite qui, elle, a ses compositions qui est à l'intérieur du tétraèdre, si vous faites une projection de tous les points de cet encadré ici de la biotite, il se projette automatiquement sur cette face-là, mais au-delà de la ligne AFM pour des valeurs que l'on va voir qui sont négatives en AL2O3. On va voir ces paramètres tout de suite. Nous avons donc ici notre diagramme qui cette fois-ci est triangulaire, AFM, mais qui se prolonge au-delà pour les valeurs négatives de AL2O3 et les paramètres que l'on va calculer directement à partir de compositions chimiques de roche totale et de compositions chimiques des phases en présence en ayant pris la précaution évidemment de transformer les pourcentages poids en pourcentage moléculaire en les divisant par les masses molaires, on va pouvoir calculer le paramètre A qui est égal à Al2O3 moins 3K2O sur Al2O3 moins 3K2O plus FeO plus MgO et le paramètre M ou si vous voulez le rapport FeO sur MgO qui est égal à MgO sur MgO plus FeO. Pour reporter vous faites les calculs pour tous les minéraux que vous avez, la biotite, la chlorite, le grenat, le chloritoïde, la storotite, tout ce que vous voulez, et pour les roches totales. Après, pour reporter ces différents points sur l'axe des ordonnées en part du segment FeO, MgO ici
qui porte la valeur 0, et vers le haut, on a les valeurs positives du paramètre A, et vers le bas, on a les valeurs négatives du paramètre A. D'accord? Les projections se font suivant les lignes horizontales qui sont ici. Nous avons ensuite ici les valeurs de M. M, c'est MGO sur MGO plus FEO, que nous reportons sur l'axe des X, qui est ici, dans lequel j'ai les valeurs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou alors, si vous voulez, 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à la valeur de 1. Et quand on les projette toujours en suivant les lignes que vous avez ici, de telle façon à ce que le point que vous reportez ici, quand il rencontre le point, ça vous fait le point, par exemple, de votre grenat. Quand vous êtes ici, ça vous fait le point de votre chlorite, etc. Et vous avez donc dans ce diagramme la position des différents minéraux, des différentes phases qui sont présentes dans les roches du métamorphique d'origine pellitique de relativement bas degré avant la disparition de la muscovite. Évidemment, dans ce diagramme, il faudra toujours mettre ici plus quartz, plus muscovite, plus H2O. L'eau est souvent en excès parce que la majorité des minéraux comme la chlorite, la biotite, la storotide ou la cordierite sont des minéraux hydratés qui contiennent donc de l'eau et donc considérés dans ce cas-là aussi comme étant en excès. Je reviens donc ici à une confrontation entre la représentation en 3D et une représentation en 2 dimensions. Vous voyez, euh, la muscovite va être en excès, donc on va faire plus muscovite, puisqu'on projette de muscovite. Le quartz était déjà plus H2O, on vient de parler un instant. Tous les minéraux que l'on a vus, qui sont déjà ici sur la face, sur le triangle AFM, le reste. Le minéral ici, la biotite qui est située à l'intérieur de tétraèdre, sa projection se fait au-delà de la ligne FM, au-delà de la ligne FM, donc représentée ici, pour des valeurs que vous aurez calculées du paramètre A qui sont inférieures à 0, donc qui sont reportées ici. Et enfin, dernière chose, le feldspath potassique que vous avez ici, si vous le projetez sur ce triangle, il ne peut pas se projeter puisque se projette à l'infini. D'où cette flèche donc, qui est ici pour vous indiquer que le feldspath potassique, il se projette à l'infini. Évidemment, on en tiendra compte dans la mesure où ce minéral existe peut-être depuis le départ, avant qu'il ne se forme, évidemment aussi par la destruction de la muscovite comme nous venons d'en parler. Enfin, dernière diapositive de ce cours, qui part donc de là où on vient de terminer la précédente, c'est que la muscovite disparaît quand les conditions de métamorphisme deviennent importantes et elle est remplacée par la muscovite. C'est un peu le passage depuis les roches de bas degré vers le faciès amphibolite ou le faciès granulite. La réaction responsable, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est muscovite plus quartz donne Fk plus silimanite ou distène plus H2O, évidemment. Et les relations de phase, dans ce cas-là, ne peuvent plus se faire via la muscovite en excès, parce que les muscovites n'existent plus, mais c'est plutôt cette fois le feldspath potassique qui est en excès. Et le diagramme que nous obtenons avec les différents paramètres, cette fois-ci le diagramme est triangulaire et nous reportons dans un diagramme équilatéral ALDO3, FeO et MgO directement en pourcentage moléculaire, toujours ramené au 100 comme on a appris à le faire. Vous remarquerez ici la position des minéraux. Vous avez toujours ici les silicates d'alumine, vous avez le grenat, la cordierite, la biotite, l'orthopyroxène. Et vous remarquerez que la biotite, cette fois-ci, la biotite n'est plus euh, à l'extérieur de notre triangle, en bas. Il est projeté à partir du pôle feldspath potassique du diagramme quaternaire. Vous pouvez revenir sur cette figure si vous voulez, et vous verrez que tout se projette à l'intérieur de triangle. Donc je n'ai pas besoin de faire un calcul mathématique des différents paramètres, mais on reporte directement les valeurs de LDO3, de FeO et de MgO. Vous remarquerez ici que cette réaction, ici j'ai pas mis plus H2O, ce sont des réactions de déshydratation, donc l'eau
en fait, elle se voit, et toutes les phases hydratées qu'il y avait avant, qui sont aussi des phases de bas degré, comme la staurotyde, comme le chloritoïde, comme la muscovite, sauf la biotite qui, elle, persiste beaucoup, auront disparu de ce diagramme. Donc, l'analyse des radiations de phase des roches d'origine pellitique qui euh, sont de relativement haut degré peuvent être faites dans ce diagramme AFM avec une projection à partir du FK, donc du feldspath potassique, qui est donc en excès en même temps que le quartz. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous aurez aussi sur cette même plateforme deux TD relatifs donc le premier aux projections sur des diagrammes type X, Y, Z qu'on a vu, mais on prendra évidemment un exemple naturel, puis on s'exercera un peu sur les calculs des paramètres dans un diagramme ACF ou AFM. Cela vous introduira à ce que vous pourrez faire l'année prochaine si vous choisissez la voie des ressources minérales dans lequel un certain approfondissement de vos connaissances dans le métamorphisme, dans le domaine du métamorphisme, seront, vous seront donnés. Je vous remercie encore une fois.